Hello les grognards, on continue les vidéos sur les cartes de stratégie. Dans la première vidéo, on avait vu pratiquement 50% des cartes à coin doré de la boîte de base. Donc aujourd'hui, on va continuer sur les cartes à coin doré de façon à les terminer. Donc nous avons vu ensemble les cartes qui étaient liées donc au terrain, au tir, à la mêlée, à l'initiative. Et là, on va donc commencer par les cartes qui sont liées aux formations. Il y en a deux, formation en ligne, formation en échelon. Étant donné qu'il y a des infanteries devant vous, vous vous doutez qu'on va commencer par la carte formation en ligne. Alors, formation en ligne, c'est quoi? C'est une carte qui a 3 de valeur d'initiative, donc qui est plutôt correcte, qui est vraiment jouable pour l'initiative si nécessaire. Et c'est une carte qui dit que vous pouvez, en fait, lorsque vous effectuez un tir, placer un marqueur formation en ligne. Alors, le marqueur formation en ligne, il ne faut pas le confondre avec formation en échelon. Là, on voit bien que les 3 bataillons sont les uns alignés aux autres de façon à former une ligne droite. Donc ça, c'est le marqueur en ligne. Alors, il suffit tout simplement de le poser en même temps que vous activez votre unité pour faire feu. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'une unité d'infanterie a en général, dans la plupart des cas, 3. Elle passerait donc à 4 en tir. 4, c'est très fort. On en reparle rapidement parce qu'avec 4, vous avez 2 chances sur 6 de mettre 2 blessures en fait à votre adversaire et vous allez échouer que avec un 1, un 2 vous suffit pour mettre une blessure, donc c'est très bien, c'est très fort, c'est parfait contre l'infanterie. Alors, pourquoi c'est parfait contre l'infanterie? Parce que la plupart des unités d'infanterie ont 2 en mêlée. Et lorsque vous êtes en ligne, comme on peut le voir sur la carte, vous avez un malus de -1. Donc en clair, vous n'avez plus que 1 en score de mêlée, tandis que votre adversaire a 2. Et là, si une mêlée se déclenche par votre adversaire, bah c'est pas super grave. Voilà, vous allez quand même faire une blessure sur 5-6, lui sur 4-5-6, il a plus de chance, mais c'est pas très grave. Donc la formation en ligne, faut pas hésiter à la jouer. Le -1, limite, on peut facilement s'en moquer parce que l'objectif étant de mettre un tir qui va soit engendrer un test de morale, soit de toute façon mettre une blessure. Hein. Le grand classique étant vous tirez, vous arrivez à mettre une blessure, il vous lance une mêlée, il vous met une blessure. Les probas seront que sur la seconde mêlée, vous serez à 2-2. Donc voilà, ça change pas grand chose. Donc faut vraiment l'utiliser. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent, mais pas de raison face à de l'infanterie qui n'aurait que 2 en mêlée. Encore plus si l'unité adverse n'aurait que 3 en cohésion. Alors là, le tir sera plus monstrueux et la mêlée sera un peu à votre avantage de par la cohésion si vous l'avez joué sur une unité à 4. Lorsque vous le jouez sur une unité à 3, c'est que soit vous êtes vraiment très bien au niveau des points de victoire et que votre tir doit être très important à ce moment-là. Alors, par contre, la ligne face à la cavalerie. C'est assez rare de mettre une unité en ligne face à une cavalerie, à moins que celle-ci ait déjà des pertes. Et là, vous espérez faire ce qu'il faut, parce que, je vais dire, si vous êtes face à une cavalerie adverse qui a déjà une blessure, eh ben, il suffira en fait d'une seule blessure pour lui engendrer un test de morale. Vous avez des Ulan qui sont devant vous, ils ont déjà une blessure. Si vous vous mettez en ligne, vous êtes pratiquement sûr de lui en mettre une deuxième. Donc là, ça devient intéressant pour le test de morale. Et si elle en avait 2, là, elle en avait 3. Donc, c'est possible de se mettre en ligne face à une cavalerie, mais pas une cavalerie neuve, hein, bien sûr. Et encore mieux face à des cavaleries légères sans impact. Donc voilà, donc la ligne, hein, n'hésitez pas, utilisez-la, c'est vraiment très pratique. Alors, là, on a vu pour justement la formation en ligne. On va voir maintenant la formation pour les cavaleries en échelon. La formation en échelon est une formation qui n'est faite que pour la cavalerie légère. Donc les cavaleries lourdes ou même les dragons français n'y ont pas droit, seulement la cavalerie légère. Alors, comme la formation en ligne, 2 choses. L'initiative est de 3, donc
une initiative correcte. Et puis, vous avez donc un marqueur qui est particulier. Alors, ici, on voit la formation en ligne. Ici, c'est la formation en échelon. Donc, c'est celui-ci que l'on va étudier tout de suite. Alors, que dit la carte formation en échelon? Elle dit de placer un marqueur formation en échelon sans unité, et celle-ci gagne +1 en mêlée. Donc, il y a plusieurs cas possibles. Le premier, c'est vous êtes avec votre cavalerie, vous chargez en fait l'adversaire. Donc, cavalerie légère ont très souvent que 2 en mêlée, mais comme elle charge, elle passerait à 3. Formation en échelon, elle passerait à 4. Et là, 4, ça commence à être très très sympa pour une cavalerie légère. Donc, cette fois, vous n'avez que si vous faites 1 que vous ne mettez pas de blessure. Et comme on l'a vu sur le tir, vous mettez de blessure assez rapidement. Donc ça, c'est la première chose. La charge de façon classique. Ensuite, la formation en échelon peut être aussi jouée sur une contre-charge. C'est-à-dire que votre adversaire s'active et vous charge. Vous réussissez votre tête de morale à 7+. Donc du coup, vous allez contre-charger. Eh bien, vous pouvez jouer la formation en échelon. C'est bien marqué sur la carte que vous ne devez pas être désorganisé pour jouer cette carte. Donc si votre cavalerie avait déjà chargé, là par contre, autant elle peut recharger en étant désorganisée, ça on en a parlé X fois, et se retrouver comme ça à +1, -1. Par contre, si elle est désorganisée, non, elle ne peut pas jouer en échelon. Donc du coup, vous contrechargez, et vous vous mettez en échelon. Ça, pareil, ça peut être très très surprenant pour l'adversaire. Il s'attend à ce qu'il soit assez haut contre 2. En fait, vous contrechargez, vous passez à 3, échelon 4. C'est une belle petite surprise. Donc ça, c'est les deux choses assez classiques. Mais on ne vous dit pas que pour jouer en échelon, il faut avoir chargé. Donc même si vous ratez votre contre-charge, eh ben, vous pouvez vous mettre en échelon. Et du coup, vous n'allez pas combattre avec 2, mais avec 3. Et là, vous rentrez dans les probabilités vous avez quand même une chance sur 6 de mettre de blessure. Alors qu'avec 2, vous ne l'avez pas. Vous pouvez aussi très bien rentrer en fait en mêlée sans charger. Les règles ne l'interdisent pas. Imaginons justement, vous avez une unité britannique qui est bien blessée. Voilà, elle a 3 blessures. Pour une raison quelconque, et là, il y a vraiment beaucoup de possibilités, vous décidez, en vous activant, de rentrer en mêlée, mais vous ne chargez pas. En fait, vous allez rentrer en mêlée. Vous combattez avec 2. Vous dites, à 2, c'est quand même léger pour mettre la blessure. Eh bien, c'est pas grave. Vous vous mettez en échelon. Une nouvelle fois, pas d'obligation de charger. Ça peut être intéressant dans le cas où vous avez une cavalerie lourde derrière qui peut très facilement engager le combat et que vous vous dites, bon, je vais l'éliminer et je vais me retrouver en fait désorganisé. Parce que, pour mieux vous expliquer, si vous faites votre charge, vous éliminez l'ennemi, vous êtes désorganisé, et derrière, vous allez combattre avec -1. Alors que quand vous êtes pratiquement sûr d'éliminer, je dirais, l'unité adverse, pas la peine de charger. Vous pouvez très bien combattre ce que j'appelle à l'arrêt. Ça, c'est une chose, quoi. Et puis, comme je l'ai dit, vous pouvez le faire en chargeant, en contre-chargeant, en contre-charge ratée, à l'arrêt. Donc voilà, c'est vraiment très 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 bien. Surtout que dans ce cas précis, l'intérêt de ne pas charger et d'aller chercher l'ennemi à l'arrêt, si je puis dire, c'est que lorsque vous allez l'éliminer, comme vous n'avez pas chargé et vous n'êtes pas désorganisé, donc vous gardez en fait votre marqueur en échelon, qui peut servir après sur l'attaque de la cavalerie lourde. Donc ça, voilà, c'est des petites choses. C'est très très pratique en échelon, surtout que comme vous allez souvent contourner avec de la cavalerie légère, vous allez contourner, donc le grand classique, vous avez 2, vous chargez, vous passez à 3, vous êtes en échelon, vous passez à 4, vous êtes en bonus de contournement, vous passez à 5. Là, votre cavalerie légère, il lui faut un 1 pour faire une blessure, profitez-en, ça n'arrive pas souvent. Et je vous parle d'une cavalerie avec 2 en mêlée, Il y a des cavaleries légères avec 3. Les Black Brunswicker de l'armée coalisée ou prussienne sont parfaits, en plus ils sont élites. Donc voilà, donc là on a vu les 2 marqueurs formation des coins dorés.
Maintenant, on va regarder les deux cartes qui affectent la réserve, à savoir réserviste et la carte « Mais où sont-ils » Alors, on va commencer par réserviste. Donc réserviste, pareil, c'est une carte avec 3 d'initiative, donc c'est assez correct. Et elle dit que pour jouer cette carte, votre réserve ne doit pas être complète. C'est-à-dire que vous devez avoir un emplacement libre dans votre réserve. Et elle dit de piocher la première carte armée et de la placer en réserve. Alors, la première question qui m'est toujours posée sur cette carte, c'est « Mais je comprends pas, c'est quoi l'intérêt puisque en fin de tour, je peux faire arriver une unité ?» Et bien voilà, c'est dans la question. C'est que l'unité, elle arrive en fin de tour, alors qu'avec réserviste, eh bien, elle arrive tout de suite. Et donc, si elle arrive tout de suite, je peux très bien décider de l'activer. C'est ça le grand intérêt. C'est de faire arriver une unité pendant votre tour, et si l'unité vous intéresse, eh ben vous pouvez l'activer et puis monter. Alors je vais vous donner un cas que bon, j'ai eu un peu de bol, ça m'arrive assez souvent lorsque je joue réserviste, parce que je joue très souvent français, vous le savez. C'est que vous jouez réserviste, et là vous tirez votre carte, et puis vous êtes en milieu de partie, vous n'avez pas eu tout ce qu'il vous fallait, et tout d'un coup vous faites arriver des grenadiers à cheval de la garde. Ah, le joueur il se fait bon bah ok merde grenadier, attends mon garçon c'est pas fini. Elles viennent d'arriver, je décide de les activer. Et là, vous allez où vous voulez avec vos grenadiers à cheval dans le même tour. C'est-à-dire que, eh ben maintenant, pour le tour d'après, directement, vous êtes en position. Et il peut y avoir des cas particuliers, à savoir que réserviste va se combiner, par exemple, avec la carte impétueux. Vous faites arriver, je fais un double déplacement. Bonjour, c'est moi, les grenadiers à cheval de la garde, ils t'arrivent pleine tête. C'est gratuit, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Bisous, bisous, love, love. Et donc, bah voilà, réserviste plus impétueux, c'est plutôt pas mal. Pareil pour la carte qui dit que sur un jet de morale, vous pouvez activer une seconde fois l'unité. Bah ouais, si vous jouez sur des unités qui ont 4 en morale, du coup, ça va être du 50%, même du 66% de réussir à vous réactiver. Et là, pareil, seconde ligne, pac, vous arrivez en première. Donc, réserviste plus justement l'action de s'activer une deuxième fois ou impétueux, eh ben, c'est super pratique et votre adversaire, il ne le voit pas venir. Donc, c'est sûr, réserviste, on me dit souvent « Oh, c'est pas terrible comme carte, j'aime pas trop ». Mais une nouvelle fois, si vous avez construit votre jeu autour avec des mécanismes et des effets, ce qu'on appelle du toolbox, de la boîte à outils, vous pouvez réussir à faire des choses assez merveilleuses. Parce que le principe de la boîte à outils, c'est de dire je vais jouer des cartes qui se combinent bien. J'ai fait attention qu'elles aient une valeur d'initiative qui soit de 3 ou de 4 pour pouvoir les jouer si, en initiative si j'ai pas l'occasion de mettre en place ce que je veux faire. Et ça fait des belles surprises. C'est ça, en fait, je pense, la richesse de Napoleon Saga, c'est de se dire que comme il y a beaucoup de cartes et que d'autres vont arriver, c'est de construire son jeu et essayer de trouver des synergies entre les cartes. Voilà. Donc ça, c'était réserviste. Et on va voir tout de suite une seconde carte qui s'appelle « Mais où sont-ils » En général, il y a 2 types de joueurs. Il y a ceux qui vont vider leur deck. Ils vont jouer un nombre de cartes affolant par tour, même si c'est pas optimisé, défausser des cartes, faire tourner leur jeu à fond. Et puis, il y a ceux dont je fais un peu partie, qui essayent vraiment d'optimiser leurs cartes et qui ont ce petit défaut de parfois garder des cartes qui peuvent durer. Mais où sont-ils ? C'est une carte qui a 4 de valeur d'initiative. Donc, une nouvelle fois, si vous n'arrivez pas à l'utiliser ou qu'elle vous semble pas utile, elle va peut-être vous permettre de gagner l'initiative, ce qui est quand même un truc super important. La carte, elle dit quoi? Elle dit que vous allez regarder les 3 premières cartes armées de votre deck et que vous allez en placer une de votre choix en réserve et que vous allez mettre une autre en dessous. Ça permet quoi? Ça permet d'aller chercher une petite artillerie lorsque vous n'en avez pas ou que vous voulez carrément la deuxième. Ça vous permet d'aller chercher une unité de la garde pour faire le café. Ça vous permet d'aller chercher en fait une cavalerie lourde si vous en avez besoin, ou d'aller chercher une carte d'unité sur laquelle vous pensez que vous allez pouvoir jouer des choses, du genre vous avez escadron supplémentaire en main, vous allez chercher une cavalerie qui n'a que 3 justement de cohésion. Et puis, comme vous regardez 3 cartes, celle qui vous intéresse le moins, vous la mettez en dessous de votre paquet. Vous prenez la meilleure que vous placez
en réserve. Et en plus, la prochaine carte, vous savez ce que vous allez piocher. Donc, vous savez si vous allez la piocher tout de suite ou pas. Et ça, c'est quand même pratique. C'est pas une carte de premier ordre. Je préfère largement réserviste avec toutes mes parties d'expérience. 653 aujourd'hui, bientôt 654. Mais le cadre d'initiative est quand même assez pratique. Alors, à la base, c'est vraiment une carte qui était faite lorsqu'on découvre le jeu. Donc, je suis pas surpris si vous ne la jouez pas dans votre deck de stratégie, je vais dire, que vous construisez vous-même. Mais on ne sait jamais. Il peut y avoir des cartes qui arrivent, spoiler alerte, qui pourraient donner des effets qui se combinent avec d'autres cartes. Donc, peut-être que pour l'instant, pas top, mais attention au futur. On va voir maintenant les deux cartes du jeu de base qui s'associent à une unité. C'est-à-dire que vous allez la placer sur l'unité de façon permanente. Et il y a, vous les connaissez, officier et drapeau. Alors on va commencer par l'officier. L'officier, ça a une valeur d'initiative de 2. Je pense qu'on peut dire qu'on s'en fout parce que cette carte va être tout le temps jouée pour son effet. Son effet, c'est simple, c'est +1 en mêlée de façon permanente à votre unité. Donc là, j'ai pas grand-chose à dire. En général, soit vous la jouez sur votre infanterie parce que vous voulez gagner la mêlée d'infanterie, soit vous la jouez sur votre bonne cavalerie pour vous permettre justement d'avoir quelque chose de très très fort, un impact très puissant. Par contre, comme vous le savez, l'officier, si l'unité à laquelle est associée est détruite, eh ben, malheureusement, ça donne 1 point de victoire supplémentaire. 2 pour l'unité, 1 pour l'officier. Mais il y a un petit truc avec l'officier qui est souvent oublié, mon ami Seb Jacquet l'a oublié dans la partie, ce qui permet de faire le match nul, c'est que l'officier, s'il est en retraite, eh bien, il donne 1 point de victoire à l'adversaire. Et ça, ne l'oubliez pas. Donc, je vous conseille plus de cibler les unités sur lesquelles il y a un officier que celles sur lesquelles il y a un drapeau. Ça peut être con, mais vous allez voir, s'il retraite ce petit point de victoire, il peut vraiment vous aider. Et on va voir justement maintenant le drapeau. Le drapeau est donc la seconde carte que l'on associe à une unité. Donc ce qu'on peut voir, c'est que valeur d'initiative de 3, mais pareil, malheureusement, vous n'allez que très rarement la jouer pour sa valeur d'initiative. Donc, on peut penser que voilà, on utilise vraiment pour son effet. D'ailleurs, vous remarquez que les deux cartes que je vous montre, officier et drapeau, bénéficient de la petite icône en plus qui sera rajoutée pour ce que j'appelle le reprint, la seconde édition. J'essaierai de faire un PDF imprimable pour tout le monde, pour ceux qui veulent justement imprimer les cartes avec les nouvelles icônes. Donc, drapeau, ça a un double intérêt. Déjà, ça apporte un bonus permanent de +1 en morale, ce qui vous permet de pas reculer. Ça, c'est quand il faut tenir une position en fin de partie, c'est assez fort. Mais c'est surtout que ça vous permet, lorsque vous jouez le drapeau, eh bien, d'enlever une blessure. Puisque le drapeau doit être joué sur une unité qui est en première ligne, et uniquement en première ligne, parce que si vous avez votre drapeau loin derrière, à la rigueur, votre adversaire il s'en moque. Par contre, si vous l'avez devant, vous lui montrez bien qui vous êtes, que vous êtes flamboyant, et lui il va peut-être essayer de vous le prendre par contre. Alors, justement, imaginons, vous avez votre infanterie avec 2 blessures. C'est simple, vous êtes en première ligne, vous jouez votre drapeau, vous enlevez une blessure. D'accord ? Par contre, il n'est pas marqué que vous n'avez pas le droit de le jouer si vous êtes déjà engagé en mêlée. La mêlée, en imaginant comme ça, vous avez pris 2 blessures, vous en avez affligé 1 ou 2 à votre adversaire, ça va devenir compliqué, vous voulez éliminer cette unité pour plein de raisons, soit parce que vous jouez avec les objectifs et vous voulez les éléments du centre, soit pour les 2 points pour la victoire, et ainsi de suite, vous jouez votre drapeau en mêlée, aucun problème. Et puis là, tout d'un coup, vous enlevez une blessure. Très simple à jouer, facile, efficace. Par contre, comme l'officier, si l'unité vient à être éliminée, eh bien, ça donne un point de victoire supplémentaire. 2 pour l'unité et 1 pour le drapeau.
Par contre, contrairement à l'officier, eh bien, si vous déroutez avec, bah, vous conservez votre drapeau. Donc, c'est pas très grave. Le but, c'est qu'il soit pas capturé. Donc, dérouter avec un drapeau, c'est pas du tout important. Par contre, faites attention, parce que si vous déroutez avec un drapeau, il y a de fortes chances que vous arriviez à vous rallier, que vous alliez en réserve et que vous soyez sujet au contournement. Donc, faites très très attention. Moi, j'ai vu il y a pas longtemps un joueur justement qui a dérouté avec son drapeau en se disant je vais le préserver de la perte en première ligne, sauf qu'il s'est regroupé rapidement. Et puis, bah, mes petits chasseurs à cheval, mes petits chéris, hop, je les remets un petit peu parce que j'aime bien les mettre, voilà, qui étaient en attente en contournement parce qu'ils n'avaient pas été repérés, ils sont partis le chercher à l'ancienne. Donc voilà, donc pareil qu'officier, drapeau en général, on attire les tirs, hein. On va tirer l'ennemi parce que le petit point de victoire on le veut. Par contre, si ça retraite, c'est moins grave. Voilà, ça c'était les deux cartes qui s'associent aux unités. Maintenant, on va voir les deux cartes qui sont liées au moral, à savoir moral faible et nous pouvons y arriver. Pour moi, la carte « Nous pouvons y arriver », ça représente vraiment la quintessence des batailles napoléoniennes, c'est-à-dire des bataillons ou des régiments malmenés et qui arrivent encore à faire des actions, des exploits, en fait, des actions extraordinaires. Et c'est ça que j'ai voulu représenter en fait avec cette carte. Alors, nous pouvons y arriver, 4 d'initiative. Voilà. C'est top, hein. L'initiative, normalement, elle est pour vous, ou alors vous en êtes très très proche. La carte, elle dit quoi? Elle dit que vous devez la jouer sur une de vos unités avec 3 blessures. Alors faites attention, parce que j'ai vu des joueurs qui, comme c'est un dessin qui représente le 111e régiment d'infanterie français, vous pouvez le jouer sur une cavalerie. Il n'y a pas marqué que votre unité doit être une infanterie. C'est une unité. Donc, c'est ce qui fait que c'est très très fort. Moi, c'est une carte que je joue énormément sur mes cuirassiers. Comme ils encaissent et qui mettent des patates et qui sont souvent en première ligne, je la joue très très souvent sur mes cuirs français. Donc, la carte, elle dit quoi? Effectuer un test de morale à 7+. Donc, ça ne marche pas obligatoirement. 7+, ça veut dire que c'est 50% de chance d'y arriver sur du standard, 66% sur de l'élite ou de la garde. Et qu'en cas de réussite de test de morale, vous enlevez une blessure. Donc là, c'est pas mal. Là, franchement, c'est plutôt pas mal. C'est un test de morale, c'est du 50-50, mais ça vous permet d'enlever une blessure. C'est pas un effet qu'il y a beaucoup dans Napoleon Saga, et en plus, c'est une carte qui vous permet de le faire avec 4 d'initiative. Voilà, moi j'aime bien. Franchement, c'est une carte que j'aime bien. Ça m'arrive très très souvent de la jouer. Parfois en un exemplaire. Pas obligatoirement en 2, ça dépend des armées. Parce qu'en général, quand on prend 2 blessures sur 3 de cohésion, on a une tendance à retraiter. Donc ça veut dire que c'est une carte que l'on joue si on a beaucoup d'unités avec une cohésion de 4. Par exemple, je trouve que nous pouvons y arriver. C'est une carte qui doit être jouée 2 fois avec les Prussiens. Voilà, les Prussiens, c'est une des armées qui a le plus de cohésion. Ils n'ont pas d'artillerie à cheval, hein, je vous le rappelle. Voilà, je trouve que voilà, c'est une carte qui a toujours sa place dans le deck prussien. Voilà, petit aparté. Je vous dis ça parce que j'ai choisi la Prusse en 2e armée pour le petit tournoi. Voilà. Donc la seconde carte que l'on va voir maintenant, c'est Morale faible. Comme nous pouvons y arriver, morale faible, c'est une carte qui touche au moral et qui touche aussi à la période napoléonienne. C'est que il y a des gens qui étaient très courageux et il y a des gens qui pensaient plutôt à préserver leur vie, ce qui est assez logique lors d'une bataille. Et donc, c'est représenté par cette carte. Alors, cette carte peut être très, 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 très méchante. Elle a une valeur d'init de 2, donc c'est plus que moyen, donc vous n'allez pas la jouer pour. Et elle dit quoi? Elle dit que, justement, lorsque votre adversaire, je vais y arriver, active une de ses unités, vous allez lui demander un test de morale. Donc là, on est dans une situation, voilà, on a des petits Marie-Louise qui courageusement viennent de monter en première ligne, qui sont face à une unité britannique qui a 2 blessures. J'ai ce mauvais réflexe de toujours mettre dans l'autre sens. Voilà, et vous vous dites, mes petits Marie-Louise, comme ils ont que 2 en tir, c'est pas terrible. Par contre, ils ont 2 en mêlée pareil, 4 en cohésion. Allez, je m'active et je voudrais aller en mêlée. Et là, votre adversaire, il vous dit,
avant toute chose, tu vas me faire un petit jet de morale, car tu n'es ni unité de la garde, ni une unité avec Steadfast, qui sont les deux petites règles sur lesquelles on ne peut pas jouer la carte morale faible. Eh bien, si vous ratez votre jet de morale, eh bien, vous perdez votre marqueur activation, qui reste sur l'unité et qui n'a rien fait. Eh ben, 6 en test de morale, vous ratez sur un 1 ou sur un 2. En clair, vous avez 33% de chance de faire en sorte que votre adversaire ne fasse pas son action. C'est une carte qu'il faut jouer intelligemment. Si en début de partie, un joueur ne fait pas une action, ça équivaut à est-ce qu'il aurait échoué. Par contre, en milieu de fin de partie, là, ça devient intéressant. C'est une carte que j'aime pas avoir en début de partie. Si je l'ai en début de partie, je vais la jouer pour la faire tourner, mais je vais pas vraiment la jouer avec une idée derrière la tête. Alors qu'en milieu de fin de partie, ça peut vite arriver. Hein. Donc malheureusement, hein. Même parfois sur une unité qui a 4 de morale, elle échouera que sur 1, c'est 16% de chance, mais vous êtes vraiment dans la merde. Tentez-le, ça coûte rien. Par contre, sur une unité à 3 en morale, allez-y, foncez en milieu de partie, faites-vous plaisir. Parce qu'en plus, ça met vraiment, c'est qu'à de le dire, un coup au moral à l'adversaire. Hein. On a 3 activations, c'est pas beaucoup, 3 dans le jeu. Vous avez activé une première fois, vous avez échoué, donc vous avez déjà utilisé un marqueur. Sur votre deuxième action, l'adversaire vous le fait perdre. Ça veut dire qu'il ne vous reste plus qu'une action pour faire quelque chose dans le tour, vous prenez un petit coup au moral. Donc c'est là qu'il faut se rappeler que ce n'est qu'un jeu. Les dés parfois sont très cruels avec les joueurs. On sait tous que ça peut nous arriver. Donc voilà, donc là c'était les 2 cartes sur le moral. Ces 2 cartes que je trouve vraiment intéressantes et ces 2 cartes que je joue très très régulièrement. Voilà, j'ai une armée qui joue 2 fois morale faible sur mon adversaire et en général mon armée française classique la joue une fois. Voilà, j'attends le moment opportun pour tenter que ça se passe bien. Maintenant, on va voir les 3 autres et les 3 dernières cartes à coin doré qui, elles, ne sont pas obligatoirement liées à une phase, à une catégorie ou à un type. La première des 3 cartes est « N'engagez pas encore la garde ». Et oui, on le sait, Napoléon n'aimait pas engager sa garde. Il aimait bien la garder au chaud, ses immortels, ces gens qui l'avaient suivi depuis de nombreuses campagnes. Eh bien, c'est une carte qui est, pour moi, une carte anti-française. Et un petit peu anti-russe. Pourquoi? Parce que le coalisé joue peu de garde, le prussien, en général, il en joue peu. L'Autrichien, il n'en a pas, autre particularité de l'armée. Donc c'est vraiment une carte anti-française et un petit peu anti-russe. Quand on joue russe, on joue un petit peu la garde quand même. On a des très très belles unités. 4 en valeur d'initiative, donc pourquoi pas? Ça se joue, franchement. Si vous jouez contre un Français, mettez-la dans votre deck au moins une fois. Vous verrez, soit c'est 4 d'initiative, soit ça va vous faire plaisir. Et ça dit quoi? S'il n'y a pas de jet, hein, c'est automatique. Ça dit que votre adversaire ne peut pas faire arriver en première ligne, eh bien, une unité de la garde. Vous avez vu la vieille garde ou la jeune garde qui est en réserve, qui est en montée de la réserve en seconde ligne. Vous avez les grenadiers à cheval de la garde française ou les gardes du corps russe justement qui sont en seconde ligne. Je crois que je viens de dire une bêtise. Je crois que les gardes du corps en fait sont prussiens justement. C'est doit être des chevaliers, je sais plus quoi. Chevaliers garde russes, voilà, qui sont monstrueux, hein, eux aussi. Ils sont en seconde ligne, ils sont prêts à faire une grosse percée. Vous dites à votre adversaire, passe au tour. Donc vous avez un tour pour essayer de trouver une solution. Balourder du tir dessus à l'artillerie, faire en sorte que l'espace soit vide. Donc n'engagez pas la garde, c'est pas une méga carte, mais par contre c'est une carte que je voulais placer dans la boîte de base pour montrer un peu les mécanismes. Mais si vous savez que votre joueur va jouer français, en l'occurrence moi, jouez n'engagez pas la garde contre moi, il n'y a pas photo. Je vais jouer la vieille garde et je vais jouer français. Donc au moins vous êtes sûr. Donc voilà. La seconde carte en fait que l'on va voir, c'est le dépôt de ravitaillement.
Alors le dépôt de ravitaillement, c'est une carte qui a un double intérêt. C'est comme le drapeau, ça vous permet d'enlever en fait une blessure. Sauf que vous ne pouvez pas, contrairement au drapeau, la jouer sur une unité en première ligne. L'unité doit donc obligatoirement être en retraite, que je veux dire en deuxième ligne, pardon, ou elle doit être en réserve. Alors, si vous avez une carte chez vous, celle que je viens de mettre, vous voyez qu'il y a marqué que vous ne devez pas être en retraite ou en contournement. Par contre, la nouvelle version de la carte indique que vous ne devez pas être aussi en mêlée. Pourquoi? Parce que j'avais oublié quelque chose lorsque j'ai créé la carte, c'est que on peut être en réserve, donc on peut jouer dépôt, et on peut être en mêlée si vous avez été attrapé par une unité en contournement. Donc il y a un petit errata sur cette carte, un errata qui est vraiment officiel pour la seconde édition qui viendra apparaître, c'est que vous ne pouvez pas jouer cette carte justement sur une unité en mêlée. Alors, au final, je trouve pas que ça soit aussi fort que ça. Au début, c'est vraiment très bon. Mais plus on joue, plus on s'aperçoit qu'on n'est pas obligé de la mettre. Par contre, et c'est là que ça devient un peu embêtant, c'est si vous jouez prussien. Parce que vous utilisez le mot-clé support, donc vous êtes en seconde ligne, donc vous prenez des pertes, et en plus vous les enlevez avec dépôt de ravitaillement. Pour moi, la plus grande force de dépôt de ravitaillement, c'est que vous pouvez enlever le dernier marqueur blessure. C'est ça qui est vraiment fort. Donc votre unité qui a dérouté, qui est revenue en réserve, qui s'est regroupée, il lui reste un marqueur, et vous pouvez la renvoyer de façon fraîche. Par exemple, les cavaleries qui, en 2 actions, arrivent au contact. Ça, c'est vraiment le truc avec le dépôt de ravitaillement. Hein. C'est d'enlever sa dernière blessure. Et puis, pareil, hein, si vous jouez prussien et que vous jouez justement les 2 unités, les unités de cavalerie avec support, la lande verte cavalerie, jouez dépôt de ravitaillement. Là, vous allez voir votre adversaire. Il va être assez ennuyé. C'est vraiment un truc très chiant. Et puis, on va voir la dernière carte, même si on en a déjà parlé, qui est impétueux. Alors, impétueux, c'est une carte qui n'a que 1 d'initiative, donc vous n'allez jamais, en fait, la jouer pour son initiative. Et c'est une carte qu'il faut vraiment que je vous explique, parce que il y a une erreur qui est très courante sur cette carte. Alors, qu'est-ce qu'a dit la carte? Elle dit « Cette unité peut effectuer 2 déplacements ». On ne va pas regarder encore le cas de la cavalerie. Je vais déplacer la caméra pour bien vous montrer. Je vais venir ici. Voilà. Donc, vous avez une unité qui est en réserve, vos Marie-Louise. L'unité dit que vous avez droit de faire 2 déplacements. Donc, vous allez où vous voulez en seconde ligne et vous montez, en fait, en première ligne. Mais ce n'est pas un saut vers votre première ligne, c'est un double mouvement. Ce qui veut dire que si vous décidez de monter dans un emplacement, c'est que vous prenez la place de quelqu'un. Vous n'arrivez pas en première ligne, vous ne jouez pas à saute-mouton sur les unités de la seconde ligne. Vous vous activez, s'il y a un emplacement libre, pas de problème. Par contre, s'il y a un emplacement qui est pris, vous devez échanger votre place. Et c'est le même cas, vous êtes maintenant en seconde ligne, vous faites un double mouvement, il faut bien une nouvelle fois prendre la place de quelqu'un. Vous voyez, c'est pas une téléportation en première ligne, c'est un double mouvement. Donc ça peut entraîner un double échange. Ou parfois, vous avez personne en première ligne, vous êtes comme ça parce que votre unité est blessée, vous vous activez, là, vous prenez sa place, deuxième action, vous montez dans un espace libre, là c'est légal. Par contre, s'il y avait des unités devant vous en seconde ligne et en première ligne, vous êtes obligé à chaque fois de les faire reculer d'un cran pour monter. Ce n'est pas une téléportation, ce n'est pas saute-mouton. Par contre, le grand intérêt de cette carte, c'est de faire monter directement une cavalerie dans votre première ligne et de la faire charger. Alors,
comme ils vont être un petit peu fatigués les chevaux parce qu'ils vont aller très très vite en première ligne, ils ont un malus de -1. Donc, grosso modo, vous savez que vous allez charger sans gagner le +1 du bonus de charge, soit sans gagner le mot-clé impact. Mais c'est très très souvent joué impétueux sur une cavalerie lourde lorsque vous voulez aller taper fort, gagner les 2 points de victoire en fin de partie. Je vous rappelle, réserviste, plus impétueux. Je vous en ai parlé au début de la vidéo. Nous sommes sur un score serré du genre un bon vieux 8-8 en point de victoire. C'est ma dernière action. L'adversaire, il s'y attend pas parce que son unité qui est gravement blessée en fait est face à une unité qui a déjà été activée. Derrière, vous avez, par exemple, excusez-moi, je fais tout bouger, une infanterie, donc il se sent vraiment en sécurité. Réserviste, vous faites arriver une unité, coup de bol, c'est des cuirassiers, des grenadiers à cheval. Combo avec impétueux, vous montez, bam, dernière action du dernier tour, vous allez prendre le point de victoire et vous gagnez la partie. Donc voilà, même si vous avez le -1 dû à impétueux, une cavalerie lourde chargera quand même en général avec +4 au dé. 3 de mêlée, charge, elle passe à 4, impact, elle passe à +5, -1, elle passe à +4. Donc si vous ne faites pas 1, vous pouvez gagner une partie en infligeant justement la dernière blessure parce que votre adversaire s'était dit que réserviste c'était pourri comme carte et il ne s'attendait pas à la combo réserviste impétueux. Essayez de la placer, vous allez voir, c'est très très rigolo. Quand vous le faites, vous sautez de joie et votre adversaire, là, il ne lui reste plus qu'à pleurer des larmes de sang et à dire que les meilleurs, c'est les Français. Voilà. Bon, ça marche avec toutes les unités. Hein. D'ailleurs, si vous avez bien remarqué, j'ai mis exprès de la cavalerie lourde britannique sur impétueux. On se souvient des Scott Grey à Waterloo qui ont foncé tout droit. Ça leur a desservi à la fin, mais ils ont fait vraiment une très très belle percée, une belle charge de cavalerie. Donc voilà, on vient de finir la seconde vidéo avec justement toutes les cartes en fait à coin doré. On va pouvoir attaquer dans la prochaine vidéo les cartes de la boîte de base qui sont pas à coin doré et qui sont souvent des cartes que je conseille pas de jouer pour les 2 premières parties. Maintenant, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous avez un peu d'expérience, soit par les parties, soit par les vidéos, soit en ayant vu des potes jouer et ainsi de suite. Donc je pense que vous jouez déjà avec toutes les cartes, mais on va les expliquer, on va les détailler, les décortiquer pour essayer d'en tirer justement la moelle et parfois, j'espère, vous apprendre certaines petites choses. Et ben voilà les grognards, je vous remercie, à très vite, on s'approche de la fin du Covid, yes, donc on va pouvoir peut-être se voir dans la vraie vie pour ceux qui peuvent. Et puis, vous prenez soin de vous, et puis continuez de jouer à Napoléon Saga, continuez justement de poster sur la page Facebook, et surtout, si je dis pas de bêtises, je crois que le forum maintenant est en ligne. Un forum a été créé, on va pouvoir plutôt organiser justement les questions pour permettre à tous ceux qui vont arriver sur Napoléon Saga de ne pas reposer les mêmes questions et peut-être d'avoir leurs réponses automatiquement. Et même si je le laisserai gérer par la fanbase, je me ferai un plaisir d'intervenir pour donner des conseils, aider, comme toujours. Voilà, et écoutez, je vous embrasse, à très vite, vous prenez soin de vous et vive l'empereur.